Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire de présentation de l'AMI Green Tech Innovation. Alors, on rappelle des règles. Pensez bien à couper vos micros si vous en avez la possibilité. Et la phase de questions sera après la présentation de l'AMI par l'équipe. Alors, je suis Anthony Dicano, je m'occupe du bureau Startup Innovation Green Tech, donc au sein du CGTD du ministère de la Transition écologique, et au sein du laboratoire d'innovation qui est Ecolab. Et donc Ecolab, qui est un lab d'innovation qui porte pour mission l'accélération de la transition écologique, principalement via deux leviers. Donc le premier, via des projets notamment qui mettent en avant l'utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle au service de la transition écologique. Et puis le second qui nous rassemble cet après-midi par le soutien, l'animation de l'écosystème Green Tech, et notamment via l'initiative Green Tech Innovation, donc qui vise à soutenir l'écosystème Green Tech et notamment les startups et PME qui innovent pour la transition écologique, avec un accompagnement, mais ce sera présenté tout à l'heure, qui est plutôt anglais sous l'aide à la vente, et donc qui favorise l'accès à des clients, notamment des acteurs publics. Et donc, très rapidement, au-delà de la distinction Green Tech Innovation, donc je pense qu'on peut passer à la slide suivante, et encore à la suivante. Bon, le support sera communiqué de toute façon a posteriori. Au-delà de la distinction Green Tech Innovation, on est... Écoutez, Anthony. Anthony, ton micro est coupé. Merci. Ça s'est coupé à quel moment? Au-delà de Green Tech Innovation. Parfait. Au-delà de la distinction Green Tech Innovation, on anime aussi un réseau d'incubateurs Green Tech qui regroupe des structures d'excellence qui accompagnent des startups Green Tech qui s'insèrent dans un écosystème propre. Donc que ce soit territorial, corporate, avec des incubateurs de grands groupes, de recherche ou académiques. Vous retrouverez toutes ces informations de toute façon sur notre site internet. Mais bon, l'idée, c'est que notre action ne soit pas uniquement orientée vers les startups et PME, mais aussi vers les structures qui accompagnent ces entreprises. Voilà. Et donc, pour en revenir à ce qui nous rassemble cet après-midi, donc l'AMI Green Tech Innovation, vous verrez qu'il est aussi particulier parce que les critères de sélection qui sont, pour la plupart, communs aux autres process de sélection, de labellisation de startups et PME innovantes, ils comprennent aussi et surtout le potentiel environnemental de la solution. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Audrey Boiroux, qui pilote l'appel à manifestation d'intérêt Green Tech Innovation pour les collabs du ministère. Audrey, c'est à toi. Merci Anthony. Voilà, donc Anthony vous a un petit peu présenté Ecolab et donc l'initiative Green Tech Innovation. Donc pour l'instant, Green Tech Innovation, c'est une communauté déjà de 290 startups et PME qui ont été donc sélectionnées par des experts du ministère et puis par ses partenaires. Et donc cette initiative, elle a vraiment pour vocation à accélérer les politiques publiques de transition écologique, puisque avec les solutions que les entreprises portent, on peut aller un petit peu plus loin sur ces politiques publiques. Maintenant, très concrètement, quand on est labellisé Green Tech Innovation, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va accompagner les entreprises sur 4 grandes thématiques, sur 4 grands axes. Donc, un axe visibilité, un axe commercial et réseau, un axe digital et un axe grand public. De manière plus précise, donc l'axe visibilité ou booster visibilité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on met derrière? Donc déjà, c'est l'affichage de la distinction Green Tech Innovation. Donc c'est vraiment montrer que que la solution a un véritable impact sur la transition écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se dit un petit peu vert, alors que c'est pas nécessairement le cas. Et donc cette distinction, elle vient vraiment appuyer que il y a un véritable impact et que l'État a validé cette solution, puisque
Nous, on est le ministère de la Transition écologique, mais on travaille aussi en partenariat avec d'autres ministères sur cet appel à manifestation d'intérêt. On a par exemple le ministère de l'Agriculture, on a le ministère de l'Économie qui travaille aussi avec nous sur cette sélection-là. Donc c'est vraiment l'État en fait qui vient appuyer la solution, votre solution. Derrière sur la visibilité, donc nous en fait on peut aussi relayer des communications à travers différents supports. Donc on a des réseaux sociaux, on a une newsletter. D'ailleurs je ne sais pas si vous êtes encore déjà abonné, mais n'hésitez pas. Ça permet aussi de faire votre veille sur ce qui se passe aussi au sein de l'écosystème. Et puis on peut créer aussi à certains moments des petits formats qui puissent permettre de vous mettre en avant. Typiquement sur l'un des événements qu'on a organisé, il y a eu des interviews qui ont été mises en œuvre et donc qui ont été publiées directement sur le compte LinkedIn du ministère. Ensuite, donc on a un annuaire des solutions, donc qui permet aussi de pouvoir repérer les entreprises. Donc on a 2 versions de cet annuaire. Il y a un annuaire papier, parce qu'il y en a toujours qui préfèrent aussi voir l'annuaire au format papier et puis pouvoir feuilleter un petit peu toutes les solutions. Et puis on a un annuaire digital, donc qui permet à tout un tas d'acteurs aussi de pouvoir aller soit chercher des potentielles solutions qui peuvent répondre, ou alors ça peut être au sein de l'administration. Voilà, s'il y a une veille qui est faite, cet annuaire est assez consulté. Et donc je vous le disais, en fait, et du coup globalement en fait ça crée une opportunité de visibilité auprès du ministère de la Transition écologique, mais aussi des ministères liés au territoire et au logement, parce qu'on travaille très étroitement avec ces ministères-là aussi, du fait de l'historique. Typiquement, ce sont des ministères qui sont aussi amenés à travailler justement sur la sélection des entreprises, et donc ça porte à leur connaissance l'existence de vos solutions. Dans un premier temps déjà, en tout cas. Et puis après, sur la visibilité, on participe à certains salons, et donc on essaie de faire en sorte que les entreprises puissent être mises en avant au cours de ces salons. Donc, typiquement, ça peut être Vivatech. On est déjà participé au Salon des maires, on a participé à Polytech. Voilà, donc on va avoir un stand ministériel, on va faire en sorte que les entreprises puissent exposer sur le stand du ministère. Et puis, quand on peut avoir l'opportunité, on peut essayer aussi de mettre en avant les entreprises à travers des tables rondes. Ensuite, on a une partie plutôt commerciale et réseau. Et donc là, on va vraiment essayer de favoriser la mise en relation pour les entreprises qu'on va accompagner. Donc ça passe évidemment par les salons où on met en visibilité, hein, donc les Vivatech, ça sert aussi à ça. Et puis on organise nous-mêmes des événements. Donc on a typiquement le Meetup GreenTech. Je sais pas si certains d'entre vous y étaient cette année. C'était les 15 et 16 octobre. Et donc on a cet événement-là sert vraiment à essayer de favoriser le développement commercial des entreprises, puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous d'affaires qui se mettent en place. On organise des sessions de pitch, on met en place des stands. Donc c'est vraiment essayer de booster les connexions que vous pourriez avoir avec l'écosystème GreenTech. Je vois un message qui dit qu'on ne m'entend plus. Est-ce que tout le monde m'entend, ou est-ce que c'est juste cette personne qui a un problème? Ok. Je crois que c'est un cas isolé. Hein, D'accord. Ensuite, donc j'espère que le problème va être réglé pour notre collègue. Ensuite, donc je vous disais sur la partie commerciale et réseau, donc on organise aussi donc des sessions de pitch, principalement lors du Meetup GreenTech. Et donc pendant ces sessions de pitch, c'est aussi une occasion pour rencontrer des investisseurs qui veulent investir dans la transition écologique, sachant que toutes les entreprises qui passent en pitch, on transmet aussi les pitch decks à une grande liste d'investisseurs, donc ça permet aussi de pouvoir se développer à ce niveau-là. On met à disposition aussi un annuaire des investisseurs à impact, et puis enfin on met en place un espace d'échange, donc c'est un Slack qui s'appelle Communauté GreenTech Innovation. Et donc, nous, on diffuse des informations, mais c'est aussi un espace où vraiment toutes les startups peuvent se poser des questions, s'entraider, créer des partenariats. C'est fait pour ça.
Ensuite, sur la partie booster digital, donc on a des ressources en ligne qu'on met à disposition des entreprises. Donc typiquement, ça peut être des programmes de webinaires qu'on met en place pour vous informer sur des dispositifs qui peuvent exister et que vous ne connaissez pas forcément. Et puis ça peut vous donner aussi un contact pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur une thématique sur laquelle vous avez envie d'aller. Donc ça peut être sur tout un tas de sujets divers et variés. On peut faire ça sur autant sur des financements européens que sur l'UGAP, voilà, ça peut être très très large. On a un job board aussi, donc qui rassemble en fait l'ensemble des offres d'emploi. Donc sachant que ce job board est un petit peu référencé à certains endroits, donc en fait on a ce job board où voilà, on voit toutes les offres que vous avez postées. Et donc pour des acteurs qui chercheraient un emploi en fait dans la green tech, au moins ils vont sur ce job board là et ils sont sûrs de trouver une offre qui puisse leur correspondre. Ensuite on travaille avec un prestataire et on met à disposition un module de mise en avant de la démarche RSE, et c'est un outil qui permet de faire un petit peu de pilotage sur sa démarche RSE et qui permet aussi de calculer certains indicateurs qui peuvent être utiles pour d'autres types de labels, donc sur du B Corp par exemple, sur EcoVadis ou ce genre de choses. Et enfin, on donne accès à des bases de données, donc une base de contact presse et médias. Donc, ça permet aussi de pousser un petit peu plus facilement les communiqués de presse auprès des médias. Et puis, on donne accès aussi à des études de marché. Donc, on a une liste qu'on a déjà achetée en fait et qu'on met à disposition. Et donc, pour les entreprises qui souhaitent avoir accès à d'autres études de marché, en fonction du nombre de demandes qu'on a sur cette étude de marché, on peut l'acheter pour la mettre à disposition aussi. Et enfin, mais pas des moindres, on a le booster commande publique. Mais là, je vais laisser la parole à David Martin Chevalier, qui est notre monsieur commande publique à Ecolab, et qui vous expliquera tout ce qu'on fait là-dessus pour les entreprises qui sont sélectionnées. Oui, merci beaucoup Audrey. Est-ce que tu m'entends bien? Génial, le premier coup. Alors, clac, je me lance. Alors effectivement, merci Audrey pour l'introduction. Alors sur le booster, sur l'accompagnement autour de la commande publique, il y a pas mal de points. Il y a déjà la formation, la sensibilisation à la commande publique. Alors tous ces points-là ici, c'est les points auxquels on a l'habitude, de réaliser sur l'année. Alors là, pour l'année 2025, on a des choses un petit peu stabilisées, mais les choses peuvent encore évoluer. Voilà ce que généralement on propose. Premier point sur la formation et la sensibilisation. Alors, ça peut être sur les procédures de marché, par exemple, comme je vous les ai listés. Ça peut être par le biais de petits événements en physique, mais ça peut être aussi des webinaires qu'on peut organiser avec nos partenaires dans l'année. On vous partage des appels à projets, des webinaires liés aux achats publics par le biais de Slack, auquel Audrey vous a parlé, vous a mentionné tout à l'heure. On peut essayer de vous mettre en relation avec des acheteurs ayant pour ambition les achats durables. Alors, nous, on travaille pas mal avec les réseaux régionaux d'acheteurs durables qui accompagnent les collectivités qui veulent s'inscrire dans les achats durables et qui ont besoin d'un soutien. Mais voilà, on peut vous trouver des contacts dans les collectivités ou autres acheteurs publics. Vous faites partie d'un annuaire destiné aux acheteurs publics, un annuaire qui est virtuel et qui va vous permettre en fait de sortir du lot, j'ai envie de dire, par rapport à la masse d'entreprises qui existent en France. L'intérêt de Green Tech Innovation, c'est d'avoir le tampon du CGDD, le tampon du ministère sur le fait que votre solution elle est en adéquation avec les politiques publiques de transition écologique. Et donc ça aide maintenant de plus en plus les acteurs publics qui font de la veille, du sourcing sur les solutions existantes. Le fait que vous apparaissiez dans cet annuaire qui est destiné aux décideurs publics, et ben voilà, ça peut vous faciliter des prises de contact. On vous donne accès à un logiciel qui vous permet d'avoir là aussi une base de contact institutionnelle. Donc sur les acteurs publics, par exemple, en commune, communauté de communes, communauté d'agglo, métropole, département, université, région, et j'en passe. Donc pour vous, ça peut être un super outil aussi, parce que on sait que c'est difficile d'avoir une porte d'entrée dans la collectivité, chez l'acheteur public. Donc ça peut complètement vous aider. On participe à des événements d'envergure, comme on vous l'a mis en lien avec la commande publique. Alors Audrey vous a parlé du Salon des maires et des collectivités locales. On y a participé encore cette année, et donc on a l'habitude d'y aller avec
Donc, à voir pour 2025. Je vous explique ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, mais de venir avec des entreprises sur des stands pour vous mettre en avant et vous permettre de rencontrer quelques collectivités. Bon, voilà, par exemple, si on trouve des salons intéressants. Et puis, nous, on organise nos propres événements qui sont les rencontres décideurs Green Tech, où là, l'objectif, en fait, c'est de partir dans un territoire et de construire un événement avec une collectivité territoriale sur un segment d'achat en particulier, ou une grande thématique de transition écologique. Donc, on le fait en partenariat avec un des incubateurs que vous avez vu passer tout à l'heure dans le réseau national des incubateurs Green Tech, ou alors avec une grande ONG. Et on fait cet événement de mise en relation, de rencontres en physique. C'est important. C'est des événements qui sont hybrides, mais ce qui marche bien, c'est le physique, parce que la commande publique, c'est avant tout des relations humaines. C'est une petite maxime qu'on a. C'est pas juste des mails, c'est des personnes qui se rencontrent. Donc, c'est pour ça qu'on organise ce type d'événement. Donc là, vous allez retrouver toutes les informations. Déjà pour suivre aussi ces événements qui sont à destination des Green Tech Innovations, mais aussi de toutes les Green Tech. Imaginons que ça ne marche pas pour la distinction pour vous cette année, vous pourriez avoir accès aussi à ces salons-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Mon collègue Pascal vous l'a partagé dans le chat. Mais donc voilà. Mais du coup, si vous êtes distingué Green Tech Innovation, peut-être que vous pourriez avoir un stand, vous voyez. Petite spécificité. Et puis après, il y a aussi un accès au Living Lab Green Tech de Saint-Mandé. Donc nous, on porte la démarche des Living Lab Green Tech dans les territoires. En fait, on propose à des collectivités territoriales d'ouvrir des espaces à résidence pour entreprises, Green Tech spécifiquement, et surtout qui visent les marchés publics. Donc ces espaces-là sont portés par les collectivités territoriales et en fait ont plein d'objectifs et surtout de plus-value. La première, c'est de faciliter les achats d'innovation durable. Comme vous êtes résident sur un territoire, et ben vous avez des échanges particuliers avec la collectivité, enfin en tout cas plus facilité. Et pour les collectivités, ça permet aussi de faire du développement durable, du développement économique durable, parce que c'est des emplois liés à la transition écologique et donc ça peut se pérenniser plus facilement. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a 2 Living Lab Green Tech. On a pour objectif, pas ferme, c'est une volonté d'en ouvrir un par an. On en a 2 pour l'instant, un en région parisienne, donc porté par Paris-Est-Marne-et-Bois, donc coporté en partenariat, et un deuxième à porter cette fois-ci par Orléans Métropole, sur la commune d'Orléans. Et donc voilà, donc dans le cadre de la distinction Green Tech Innovation, vous pourriez avoir accès au Living Lab Green Tech de région parisienne, donc coporté par Paris-Est-Marne-et-Bois, qui est à Saint-Mandé. Donc voilà, selon des conditions, mais on pourra discuter un petit peu de tout ça, bien évidemment. Et ce que je rajoute aussi, on peut vous aider aussi sur les procédures en tant que telles de commande publique. Vous connaissez peut-être, par exemple, le dispositif moins de 100 000, c'est un dispositif qu'on pousse pas mal. Le dispositif moins de 100 000 qui permet en fait à des acheteurs publics de venir directement serrer la main d'une entreprise à partir du moment où l'entreprise est innovante, en tout cas la solution que porte l'entreprise est innovante, et si le besoin est inférieur à 100 000 euros hors taxe. Donc c'est super, ça évite de faire de la mise en concurrence avec d'autres entreprises. Et ça réduit les délais administratifs aussi pour la collectivité. Donc pour vous, c'est du gain de temps. Mais donc vous le voyez, le nerf de la guerre, il faut que la collectivité arrive à justifier de votre caractère innovant. Donc nous, on pourrait vous aider. Par exemple, dans cette justification-là du caractère innovant, si vous êtes distingué Green Tech Innovation. Bon voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je veux pas être plus long et pour laisser un peu la place aux questions. C'est tout bon, Audrey, je te redonne la main. Merci David. Donc maintenant qu'on vous a expliqué tout ça, vous vous dites mais comment est-ce qu'on fait finalement pour devenir Green Tech Innovation? Comment est-ce qu'on obtient cette distinction? Donc tout d'abord, et on a des règles assez basiques d'éligibilité. Il faut être une PME au sens communautaire du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être une entreprise qui a moins de 250 salariés. Il faut un chiffre d'affaires qui soit inférieur à 50 millions d'euros et il faut être indépendant. Donc, quand on dit indépendant, ça veut dire que une entreprise qui serait détenue au-delà de 25% par une entreprise qui ne serait pas une PME elle-même n'est pas éligible. Donc ça, c'est la définition de PME. Donc, on retient des entreprises que des entreprises qui répondent à ce critère-là. Ensuite, donc sur cette AMI, on demande une domiciliation sur le territoire national, donc en France, sachant que nous ouvrons une verticale au sein de l'Union européenne.
Et donc, c'est un autre appel à manifestation d'intérêt, donc qui porte le même nom. Vous pourrez le retrouver aussi. Donc, pour les entreprises européennes, ça s'ouvre aussi, mais c'est un processus qui sera un petit peu différent puisque c'est un petit peu une nouveauté. Et d'ailleurs, si vous connaissez des entreprises, si vous avez des clients ou des partenaires qui seraient au sein de l'Union européenne et qui pourraient être intéressés par Green Tech Innovation, n'hésitez pas à les orienter vers cette AMI spécifique. Ensuite, sur l'éligibilité, on demande aux entreprises à avoir un MVP, donc Minimum Viable Product, ou en français produit minimum viable. Donc ça, en fait, ça va être plutôt au sujet de la maturité. Donc c'est-à-dire que pour que les entreprises puissent être sélectionnées, il faut un produit qui puisse être vendu. Qui puisse être vendu, qui soit déjà commercialisé, parce qu'en fait le MVP c'est vraiment le niveau minimum qu'on attend pour rejoindre Green Tech Innovation. Mais il faut que ce soit à peu près fonctionnel, même si on n'a pas toutes les fonctionnalités, il faut que ça puisse être utilisé par des utilisateurs, qu'il y ait eu des premiers tests en fait qui soient faits, parce que comme vous l'avez vu en fait, on a une offre qui est très liée au fait de vous aider à vendre. Donc en fait, on essaie d'avoir des entreprises qui peuvent déjà vendre leurs solutions et donc aller un petit peu plus loin sur l'accélération de la transition écologique. On fait une petite exception pour des entreprises qui seraient très deep tech et donc qui auraient des temps très longs de R&D, mais c'est un petit peu plus à la marge et du coup, ça sera un petit peu plus du cas par cas. Voilà. Donc c'est l'un des gros critères qui peut être peut-être un petit peu arrêtant pour certains. Ensuite, il faut appartenir à l'un des champs thématiques, mais là-dessus, on va être un petit peu plus souple et je vous montrerai les champs thématiques dans la slide suivante. Et puis surtout, il faut que le dossier soit complet, qu'il soit déposé dans les délais sur des marches simplifiées, c'est-à-dire que si vous nous transmettez juste un pitch deck, votre dossier sera écarté directement. Donc, et il faut vraiment qu'il soit déposé dans les délais aussi, puisque on cherche aussi quand même à avoir une certaine équité entre les différents candidats. Donc, je vous ai parlé des thématiques, je vous les affiche à l'écran. Je vais pas forcément toutes vous les lire parce que sinon ce serait un petit peu long, mais voilà, on a 12 thématiques différentes, donc c'est quand même assez large. Vous pourrez les retrouver de toute façon aussi sur le règlement de l'appel à manifestation d'intérêt. Et on vous remettra aussi le lien vers la page de l'appel à manifestation d'intérêt qui remet pas mal d'informations. Donc ensuite, une fois que la partie éligibilité est passée, ça y est, vous avez passé le premier filtre. On arrive à la sélection. Donc globalement, là, on va commencer à comparer les entreprises les unes avec les autres par rapport d'abord à l'adéquation avec les politiques publiques de transition écologique. Ça, c'est le critère qui est majeur. C'est-à-dire qu'une entreprise qui serait super sur tout un tas d'aspects, mais qui répond moins à des enjeux de politique publique par rapport à une autre, ne sera pas forcément retenue, puisque on a un nombre de places limité, donc on sélectionne des entreprises par rapport à leur adéquation avec les politiques publiques et est-ce que ce sont des politiques publiques qui sont prioritaires. Ensuite, nécessairement, on a le potentiel environnemental qu'on va examiner, puisque forcément c'est la distinction du ministère de la Transition écologique, donc ce serait un petit peu bizarre qu'on se base pas là-dessus. On va regarder également le caractère innovant de la solution, donc sachant que là-dessus on peut tout à fait distinguer des solutions qui sont low-tech. On n'est pas obligé d'être sur des solutions très technologiques. C'est pas forcément le but. On peut avoir vraiment tout type de solutions sur le caractère innovant. Et donc dans le dossier de candidature, on demande aussi aux entreprises de nous donner un faisceau d'indices sur le caractère innovant de la solution. Ensuite, on va regarder le potentiel économique, puisque si l'entreprise n'a pas une certaine assise économique, une certaine viabilité économique, en fait, elle ne pourra pas déployer sa solution. Et le déploiement de la solution, c'est ce qui va accélérer la transition écologique. Donc, on regarde
cet aspect-là. On va regarder donc forcément l'adéquation produit-marché de la solution et il faut que ça puisse répondre à un besoin. La maturité du projet, c'est ce que je vous disais précédemment aussi par rapport au MVP, et donc aussi donc la capacité de l'entreprise à développer le projet, et donc en fait la stratégie qui a été mise en place pour que justement il puisse y avoir un bon déploiement du projet. Ensuite, une fois que si on regarde un petit peu le processus, donc on va d'abord regarder le dossier sur tous les critères que je vous ai précédemment indiqués, et ensuite on va pour ceux qui auraient réussi à passer tous ces filtres, on fait un passage en audition. Les auditions elles se déroulent de la manière suivante. Donc on a 10 minutes de présentation. Ensuite, les membres du jury posent leurs questions. Elles les posent toutes d'un coup. Donc les sociétés en fait notent les questions qui leur sont posées, et ensuite les entreprises ont 10 minutes pour répondre à ces questions, et c'est comme ça pour tout le monde. Donc on a un chronomètre et on coupe les entreprises une fois que le temps est passé. Sachant que on n'est pas vache, on demande on donne le plan type qui devra être présenté 1 à 2 semaines à l'avance par rapport à l'audition. On aura cette année jusqu'à 25 lauréats qui seront sélectionnés. Ça, c'est le maximum. Et sachant que cette liste sera soumise à la validation ministre. Pour vous donner une petite idée aussi sur la composition des jurys et les personnes qui feront le choix final, c'est une décision qui est collégiale. Donc pour les entreprises qui nous demanderaient dès maintenant, mais est-ce que du coup moi c'est bon, j'ai mes chances d'être sélectionné, en fait on peut pas vous le dire puisque on mobilise plusieurs acteurs qui peuvent avoir des connaissances un peu différentes et des expertises différentes pour pouvoir avoir la décision la plus juste possible. Donc on a toujours une personne d'Ecolab qui est là, évidemment, mais on a aussi des experts du ministère et des ministères associés. Donc je vous le disais, le ministère de l'économie, le ministère de l'agriculture, le ministère du logement, le ministère des territoires. On va avoir BPI France ou la Caisse des dépôts, plutôt pour regarder l'aspect économique, l'ADEME pour l'aspect un petit peu plus technique aussi du projet, et puis on peut avoir des personnalités qualifiées qui interviennent. Donc ça peut être autant des membres du réseau des incubateurs GreenTech dont vous a parlé Anthony, mais ça peut être aussi des pôles de compétitivité. On peut avoir l'Office français de la biodiversité, des associations qui sont très spécialisées sur un sujet. Donc voilà, on va essayer de mobiliser des acteurs qui sont vraiment en maîtrise sur la thématique pour pouvoir vous challenger aussi. Maintenant, je vous donne quelques petits conseils pour pouvoir passer, pour pouvoir avoir un peu plus de chance. Donc, ce qui est bien, c'est toujours de bien préciser dans quelle politique publique votre projet s'inscrit. Sachez que dans le règlement, on a mis en place une liste qui est assez longue, vous allez le voir, mais c'est un petit peu des politiques publiques qui sont prioritaires en ce moment. Donc, ça peut aussi vous aider à avoir une idée dans quoi vous pouvez vous insérer. C'est assez important de mettre en valeur la maturité du projet. Donc, dans le dossier, vous devrez remplir un document pour le MVP. Donc, expliquez-nous bien à quel stade de maturité vous êtes. Ce sera toujours apprécié d'apporter de la précision avec des chiffres et des sources, notamment sur la partie environnementale. Si vous sourcez et si vous chiffrez ce que vous êtes en train de nous dire, et qu'on voit que du coup c'est pas des chiffres à la volée, ce sera toujours très très apprécié aussi. On vous demandera aussi de bien qualifier l'innovation, en particulier si elle n'est pas technologique. Et puis ça semble un peu bête comme ça, mais bien vous assurer de répondre à l'ensemble des questions et de fournir les documents requis, puisque comme je vous le disais, si on a un dossier incomplet, le dossier sera écarté d'office. Et une fois que toutes ces étapes sont passées, les lauréats, on a quand même quelques attentes auprès d'eux. Donc on a notamment le fait d'apposer le logo GreenTech Innovation sur vos supports de communication. Donc que ce soit sur votre site internet, sur vos kakémonos, enfin voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais vous pouvez
vous êtes un petit peu libre là-dessus, mais voilà, c'est assez important parce que plus GreenTech Innovation est connu, plus ça apporte de la légitimité et plus du coup ça vous apporte de la légitimité aussi derrière, une fois que on est sélectionné évidemment. Quelque chose de tout bête, on demande aux entreprises de répondre à nos sollicitations, hein, pour pouvoir aussi faire partie de l'annuaire. On sollicite les entreprises, on fait un questionnaire de suivi un petit peu de temps en temps. Une petite réponse, ça aide toujours. Quand on annonce les lauréats, on attend que les lauréats soient présents. On offre une place gratuite pour exposer au Meetup GreenTech chaque année aux nouveaux lauréats. On attend aussi à ce que les lauréats puissent être présents à ce moment-là. C'est un peu l'événement officiel qui vous présente en tant que nouvelle promo. Et puis, si on vous invite à aller sur un événement, par exemple, si on vous propose de venir à Vivatech, on attend à ce que vous soyez là à Vivatech si vous nous avez dit que vous serez là à Vivatech. Et puis après, c'est une entreprise, ça évolue, ça change. Et donc, s'il y a un pivot de la solution, si vous êtes racheté ou si vous vous retrouvez dans une situation financière qui est compliquée, et ça peut arriver, on demande à pouvoir être prévenu. Et d'ailleurs, si c'est un rachat, à ce qu'on nous communique aussi le nom de l'entreprise le nom de l'entreprise acquéreuse. Voilà. Maintenant, en termes de calendrier, donc les candidatures ouvrent lundi. Et donc, vous aurez jusqu'au 13 janvier pour déposer vos candidatures. Donc, c'est écrit 16 heures. Je vous conseille très fortement de déposer votre candidature justement à 16 heures. Techniquement, vous avez jusqu'à minuit. Mais en fait, on sait très bien que d'expérience qu'il peut y avoir parfois des petits problèmes avec la plateforme. Si le problème vous arrive à 23h59, malheureusement, en fait, on ne pourra pas vous aider. D'ailleurs, en fait, c'est même plutôt 23h59 et pas minuit. Mais on ne pourra pas vous aider, alors que si le problème intervient à 16h, là, on pourra répondre au téléphone, on pourra essayer de voir pour que vous puissiez déposer votre dossier sans problème. Donc, c'est pour ça on vous indique 16h. C'est un peu le dernier délai pour que ce soit pas la panique pour vous. Et donc, à partir du 9 décembre, vous pourrez retrouver toutes les informations à jour sur la page de l'appel à manifestation d'intérêt sur le site internet. Je vous remets le lien juste ici. Et donc, avec ce lien-là, vous pourrez retrouver donc le dossier de candidature, le règlement. Vous aurez aussi accès à la FAQ, donc qui répond aussi à pas mal de questions qui ont pu être posées les années précédentes. Et donc, vous aurez vraiment toutes les infos à partir du 9 décembre, donc lundi. Et les auditions auront lieu en avril 2025, normalement, si tout se passe bien. C'est le calendrier qui est défini pour l'instant. Alors, maintenant, je vais laisser place à des questions, si vous en avez certains. Normalement, vous pouvez lever la main si vous souhaitez poser votre question à l'oral et on pourra y répondre. Bon, du coup, je vais répondre plutôt peut-être parce que je vois pas forcément de main qui se lève, ou alors c'est un problème sur mon ordinateur. Donc, je vois qu'on a une question sur la présentation sera-t-elle partagée? Oui, vous pourrez aussi la retrouver du coup sur la page que je viens de vous partager, donc greentechinnovation.fr/appel-à manifestation d'intérêt. Là, vous aurez la présentation qui sera partagée. D'ailleurs, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez retrouver le webinaire également. Existe-t-il des incubateurs partenaires en région Aura? Oui.
Et sur l'annuaire qui a été posté, vous pourrez voir où est-ce que c'est situé. Mais j'ai l'impression que cette question avait déjà eu sa réponse. N'hésitez pas, hein, normalement vous avez un petit bouton qui vous permet de lever la main. Donc si vous voulez intervenir à voix haute, vous pouvez le faire aussi. Oui, bonjour. Et Audrey, Ah bah super. Voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui avaient la main levée, donc Antoine, on vous laisse la main. Pas la notification, je te laisse le faire du coup, David. Ah, c'est possible. Donner la parole. Alors Antoine, vous avez commencé à parler, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Oui, oui, bonjour, merci. J'ai une question parce que si on a un service d'accompagnement associé à un produit, quand ce n'est pas juste un produit, j'ai un peu de mal à comprendre comment on procède en fait, ne serait-ce que pour l'impact, mesurer l'impact. Un produit, je comprends. Un produit, met à disposition, un produit en ligne, je comprends bien l'idée. Quand c'est un service d'accompagnement associé à un produit, associé avec un peu d'IA, un service destiné aux entreprises, clairement, pour être plus précis, c'est un service d'audit de maturité numérique responsable. Donc, c'est l'impact vis-à-vis des clients qui vont utiliser le service. Mais nous-mêmes, en tant que prestataires, j'aurais du mal à définir un impact, à calculer un impact. Alors du coup, c'est que vous avez plutôt un rôle de conseil, c'est ça? Alors effectivement, c'est un rôle de conseil basé sur un produit qu'on a développé, mais qui n'est pas, le produit n'est pas utilisable en tant que tel tout seul. On a besoin d'accompagnement. D'accord. Écoutez, je pense que vous avez peut-être des mesures justement des impacts que vous avez permis de réduire grâce à votre solution. Donc c'est ce type d'impact-là qui doivent être mis en exergue dans votre dossier. D'accord. Donc c'est la nature des impacts en fait, c'est ça que vous voulez dire. Sur quoi ça peut porter. En l'occurrence là, c'est du numérique responsable, par exemple concrètement. Ok. Oui, ça, c'est là-dessus qu'il faudra pouvoir mettre en avant. Sachant que je me rends compte que je vous l'ai pas nécessairement précisé, mais dans le cas où vous auriez une entreprise qui a plusieurs projets différents, vous remarquerez sur le dossier de candidature quand vous l'ouvrirez qu'il est divisé en deux parties. On a une partie entreprise et une partie projet. Donc en fait, pour les entreprises qui auraient plusieurs projets, on vous demande de n'en présenter qu'un seul. Et c'est sur la base de ce projet qu'on vous sélectionnera. Sachant que sur la partie entreprise, on vous demande quand même de nous expliquer les différentes activités que vous avez pour qu'on puisse savoir un petit peu quelle entreprise on sélectionne. Mais on vous sélectionnera par rapport à sur la base d'un seul projet. C'est l'entreprise de manière générale qui sera sélectionnée à la fin, mais sur la base d'un projet. Et donc c'est important dans la partie entreprise du dossier de bien nous détailler vos différentes activités. Et ensuite d'aller dans le détail par rapport à l'un des projets. Merci. Donc David, je vois toujours pas les autres mains levées, si tu peux. Pardon. Oui, après on a Sébastien Domergue. Si vous avez la possibilité d'allumer votre micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, du coup, j'ai une question par rapport aux politiques publiques et en tout cas, enfin, pour s'inscrire dans les politiques publiques, est-ce que il y a un endroit où on peut avoir la liste des politiques publiques correspondantes pour être sûr de taper sur la bonne liste? Alors, sur la liste, ce que vous pouvez faire, c'est d'une part aller sur le règlement. Ce que je vous disais, c'est qu'on a mis en place une liste qui est assez longue avec les priorités de politique publique que nous ont citées les différentes directions générales du ministère. Donc là, vous aurez un peu une vision des grandes attentes des directions générales du ministère. Mais après, vous pouvez aussi consulter d'autres sites, donc le site notamment du ministère écologie.gouv.fr,
Et là, vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses. Si vous regardez aussi au début du règlement, on cite quelques plans importants aussi que vous pouvez. Je vais vous dire exactement où est-ce que c'est dans le règlement, parce que donc vous avez la liste qui commence à partir de la page 3 et sur la page 2, on cite aussi donc des politiques publiques qui sont importantes, donc le plan climat, France Mobilité, la feuille de route numérique responsable, la stratégie nationale biodiversité, stratégie nationale bas carbone, feuille de route sectorielle de la décarbonation. Enfin voilà, on en cite quelques-unes aussi sur la page 2. Donc n'hésitez pas, en fait, sur le règlement, il y a pas mal d'informations qui pourront vous aider. Oui, je viens de voir sur la page 2 et 3, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Merci. Mais en sachant juste que le règlement, pour l'instant, c'est pas le dernier, la version à jour sera disponible à partir de lundi. Que ce soit le dossier de candidature ou le règlement, tout sera posté lundi. Alors, juste après, dans un ordre qui est complètement aléatoire, hein, c'est pas priorisé, on a Chamaille. Si vous pouvez allumer votre micro. Alors, sinon, juste après, on a Sylvain, que moi j'ai dans la liste. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, super. Eh bien, très bien, enchanté. Du coup, petite question. Là aujourd'hui, je suis en phase de pré-industrialisation, c'est-à-dire qu'on a fait un dépôt de brevet, donc du coup, on était en contact avec l'INPI. On a en laboratoire, on a testé une méthode de retravail de fibres textiles. Je n'irai pas trop dans les détails, mais et là, on cherche des collaborateurs auprès des municipalités pour amorcer, en fait, si vous voulez, cette phase d'industrialisation, pour organiser, par exemple, la récolte de la ressource sur les collectivités, etc. Donc, à proprement parler, on peut pas appeler ça vraiment un MVP, mais on est en phase d'attaque du marché. On n'a juste pas encore trop identifié l'angle. Est-ce qu'on peut quand même se positionner en l'état? Alors effectivement, là, sans avoir tout un tas de détails et en même temps, c'est assez logique. Bah oui. Je peux pas complètement vous dire, mais c'est vrai que sur les projets industriels, c'est assez particulier aussi, parce que vous pouvez pas, enfin, c'est assez long aussi comme processus. Donc, on vous demande pas, en fait, d'avoir déjà votre usine et, je sais pas exactement sur quel, si vous faites du recyclage, par exemple, de textile, on va pas vous demander d'être déjà aux 300 tonnes que vous souhaitiez recycler en 2032. Si déjà vous avez réussi à le faire sur 2-3 kilos et qu'en fait c'est assez fonctionnel, et que là il vous faut passer les étapes qui vous permettront d'avoir l'usine pilote, etc. Normalement c'est bon. D'accord, ok, très bien. C'est à peu près cette situation-là. Globalement, on a testé sur quelques kilos la méthode de recyclage. Aujourd'hui, on a plusieurs tonnes de matière textile à recycler. Donc, c'est une mise à l'échelle en fait qu'on attend et ça pourrait nous aider de passer par Tech 9. Non, Bon. oui, c'est dans ce cas-là, il y a pas de, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Est-ce que je dois avoir peur de charger est-ce que je dois avoir peur de charger les annexes? C'est-à-dire? Si je vous mets les brevets, enfin, je peux vous rajouter beaucoup de documentation. Donc, dans quelle mesure je dois être restreint par rapport aux informations que je vous donne? Alors, en termes sur la confidentialité, c'est ça? Ça peut être en termes de confidentialité, mais aussi pour le traitement du dossier. Si je mets 100 pages d'annexes, par exemple. Alors, si vous mettez 100 pages d'annexes, il y a quand même très peu de chances pour que ce soit complètement consulté. Après, voilà, n'hésitez pas à choisir les annexes qui seraient les plus pertinentes, parce que c'est vrai que on pourra avoir des experts qui seront très spécialisés et qui pourraient avoir besoin de certaines informations. Mais je pense que le plus simple, c'est quand même de synthétiser un petit peu, parce que on a quand même un certain nombre de dossiers. Donc, si on a 100 pages d'annexes à chaque fois, ça va être compliqué de toutes les consulter. Et sur la partie confidentialité, donc ça reste quand même plutôt au sein de l'administration. Quand ça sort de l'administration, je vous disais, c'est des acteurs qui sont quand même très spécifiques et qui signent un contrat de confidentialité. D'accord, ok. Et enfin, et pour terminer, on a un business angel au capital. Donc tant qu'il reste dans le critère entre guillemets de la PME qui n'a pas plus de 20%, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et c'est 25%. Merci. 25, très bien. Merci beaucoup. Alors, juste après, on a Didier qui a la main levée. Bonjour, vous m'entendez?
Oui, super. Ouais, super. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si en faisant cette démarche et en ayant le label Green Tech, enfin Green Tech Innovation à la fin, est-ce que l'État peut se porter prescripteur sur des appels d'offres, même s'il n'est pas, même si c'est pas de la commande publique directe de l'État? J'ai pas bien compris votre Bon. question. Alors, je veux dévoiler un petit peu le secteur. On est dans le secteur de l'énergie, donc sur les appels d'offres sur des parcs éoliens, par exemple. En mer. Donc c'est pas forcément la commande publique directe, mais c'est des appels d'offres qui sont pilotés par l'État en maîtrise d'ouvrage. Donc est-ce que dans ces appels d'offres, avec ce label, on peut être porté comme solution prescrite par l'État sur les différents postulants? Vous voyez ce que je veux dire ou... Je sais pas, je vois juste que David a activé sa caméra. Est-ce que tu voulais réagir ou c'était juste comme ça? Ouais, en complément de toi, pas de souci. Non, pour le coup, ça peut pas être un coup de pouce, j'ai envie de dire, dans le déblocage de marché public. J'ai du mal à trouver mes mots. Ça peut pas marcher comme ça. Green Tech Innovation, pour le coup, l'avantage c'est que ça vous permet d'apparaître dans un annuaire, ça vous permet de gagner la confiance des acheteurs publics parce que vous êtes distingué par le ministère de la Transition écologique et les équipes du CGDD. Donc ça va vous permettre de rassurer l'acheteur public, le prescripteur, mais en aucun cas ça peut vous donner un passe-droit ou une longueur d'avance par rapport à la concurrence. D'accord. Malheureusement. Ouais. Oui, non, mais je comprends. Non, mais c'est pour ça que je distinguais les deux démarches. Il y a une démarche où c'est de la commande publique dans laquelle vous êtes. Ça, c'est très, très, très clair. L'acheteur, c'est l'État. Et dans le cas de l'appel d'offres, justement, c'est mis en avant d'une solution par rapport à l'autre, si vous voulez. C'est pour ça que je voulais cette clarification. En tout cas, c'est clair. OK. Ben merci. Juste après, on a Jean-Baptiste. Oui, bonjour. Question. Si un exemple, on a deux technologies en économie circulaire sur le plastique, mais en fait, ce sont deux machines différentes, mais qui concordent. On doit répondre que sur une ou on peut répondre avec les deux? Parce que c'est ce que je vous disais sur une, mais vous nous précisez l'activité de l'autre dans la partie entreprise. D'accord. Bon. Pas de souci. Merci. Alors, clac, je remets mon micro. Alors, il y a Chamaï. Tout à l'heure, vous avez des soucis avec votre micro. Le micro, ouais, je le trouve. Bonjour, vous m'entendez? Effectivement, j'ai un petit peu dû naviguer pour rouvrir mon micro. Donc, merci déjà pour cette session. Moi, j'avais rencontré Jérémy Hureau qui travaille avec vous, qui m'a invité à participer à cette session. Donc, nous, moi, je représente notamment une société belge. Et donc, j'ai des questions par rapport à ça. Et notamment pour peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui sont pas, enfin, dont l'entité, en tout cas, juridique principale n'est pas basée en France. Je voulais savoir si ça nécessitait d'intégrer, par exemple, un accélérateur en France particulier, s'il y avait une obligation d'installer une entité juridique, un bureau en France, ou Non, pour le coup, pour les entreprises de l'Union européenne, on n'a pas besoin d'avoir son siège social en France ou de rejoindre un incubateur en France, hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, il faudra répondre sur un autre appel à manifestation d'intérêt. Il faudra bien faire attention. Il y aura deux liens différents, donc il faudra pas se tromper. Mais non, on ne demande pas. On est plusieurs depuis Paris, hein, donc s'il y a un événement type Polytech, Vivatech, on sera bientôt du présent sans problème et avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Super, j'ai ensuite Michael, qui a la main levée. Alors, est-ce que vous pouvez actionner votre micro, Michael? Et sinon, je n'ai pas d'autres mains levées. Est-ce que vous m'entendez? Super. Bonjour. 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 J'avais une question concernant la présentation et entre autres le business plan. Quel niveau de détail vous attendez en termes de business plan et de prévisionnel, etc. Et puis, qu'est-ce que vous attendez comme présentation? Alors, sur tout ce qui va être business plan, sur le dossier de candidature, vous avez toutes les questions auxquelles on souhaite avoir une réponse qui figure dans le dossier de candidature.
Donc, Ok. vous aurez toutes les questions sont inscrites. Très bien, Vous pourrez retrouver le niveau de détail à ce moment-là. ça marche. Si on a des questions, on peut vous recontacter, peut-être par mail ou quoi, pour avoir des précisions pendant le temps de candidature. Très bien. Oui, complètement. On est à disposition pour pouvoir vous répondre. Je vais vous remettre aussi le lien vers la FAQ parce qu'il y a quand même pas mal de D'accord. questions aussi qui avaient été posées auparavant et qui s'y retrouvent. Donc ça peut aussi vous guider et vous aider. Et puis après, voilà, si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous remets donc l'adresse mail à laquelle vous pouvez écrire si vous avez des questions. Paf. Alors, elle est un petit peu longue. Et puis, je vous mets le lien vers la FAQ. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai l'impression que, du coup, David, on n'a plus forcément de main levée. Non, c'est tout bon Alors, je vois sur les mains levées, ouais. juste N'hésitez pas, hein, je c'est vois- l'occasion. je vois qu'on a une question à l'écrit. Est-ce que le niveau de revenu est un critère important? On n'a pas de chiffre d'affaires minimum attendu, mais par contre, un niveau de chiffre d'affaires maximum, parce que sinon, vous n'êtes plus une PME au-delà de 50 millions de chiffre d'affaires. Une dernière question qui est en train d'être posée, et puis je pense qu'on clôturera sur cette question. Suspense. Généralement, quel est le découpage entre solutions software et hardware retenues? Donc j'imagine la proportion, que la question c'est de savoir un peu la proportion qu'on prend d'entreprises software et hardware. Alors j'avoue qu'on n'a jamais fait le calcul entre logiciel et produits physiques. Je vois bien. On n'a jamais fait le calcul, donc je saurais pas vous dire comme ça. Avec un pourcentage précis, je dirais que c'est assez équivalent. Il n'y a pas on n'a pas forcément de préférence. Le but, c'est vraiment de retenir des solutions qui ont un impact sur les politiques publiques de transition écologique, donc que ce soit logiciel ou produits physiques, les deux fonctionnent. Et si vous voulez voir un petit peu, si vous voulez des exemples de solutions qui ont déjà été retenues auparavant, n'hésitez pas à consulter l'annuaire GreenTech Innovation. Est-ce qu'on a un équilibre entre les différentes thématiques en nombre de solutions retenues? D'une certaine manière, oui. Alors on aura un tout petit peu plus, en fait, en fonction on va avoir un nombre de lauréats par thématique qui sera un peu différent en fonction du nombre de candidats. C'est-à-dire que dans des thématiques où on a beaucoup de candidats, on aura plus de lauréats pour pouvoir être équitable, puisque le but c'est pas si je candidate dans la thématique où on a presque pas de candidats, du coup j'ai plus de chances. On fait un rééquilibrage pour que ce soit équitable. Est-ce qu'on doit fournir une vidéo du MVP pour la soumission du dossier ou juste documenter dans un PDF, par exemple? Vous pouvez faire les deux. Après, si vous mettez une vidéo, privilégiez le lien pour que ce soit pas trop lourd dans le dossier. On essaie quand même de faire un peu du numérique éco-responsable. La TPE startup ne rentre pas dans la définition de la PME européenne. Si la TPE startup, ça rentre dans la définition de PME. En fait, on met tous les types d'entreprises qui vont jusqu'à la PME. En fait, à partir du moment où vous avez moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires et que vous êtes indépendant, vous êtes une PME. Est-ce que le dossier est structuré? Oui, le dossier est structuré. Vous pourrez le retrouver d'ailleurs sur la page de l'appel à manifestation d'intérêt à partir de lundi. Et sur Démarche simplifiée, la template sera, vous pourrez la retrouver aussi. On fournit une template pour le MVP.
Alors, je suis désolée, mais du coup, il est 15h. Donc, malheureusement, le temps est écoulé. Donc, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais donc, n'hésitez pas à consulter toutes les ressources qu'on vous mettra sur la page de l'appel à manifestation d'intérêt à partir de lundi. Donc, que ce soit la FAQ, le règlement, on vous remettra la présentation qu'on vous a faite aujourd'hui. Vous pourrez tout retrouver. Et puis, si jamais vous n'avez toujours pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail que Anthony vient de vous remettre. Je vous souhaite un très bon après-midi, un très bon week-end par la suite, et puis à très très bientôt. Merci beaucoup.